Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike le Govi, alias le traceur de code. Découvrons les séquences et les dictionnaires en Python. C'est quoi une séquence au fait? Alors, une séquence en Python, c'est une structure de données qui suit un ordre. Quand on parle de structure de données, en fait, c'est une collection de données, un regroupement de données d'une manière bien déterminée pour faciliter le traitement. Quand on parle de traitement, c'est l'insertion d'une nouvelle donnée dans cette structure de données-là, la suppression d'une donnée, le tri des données. Tout traitement complexe ou bien facile ou simple que vous voulez faire, vous pouvez faire ça suivant la structure de données plus ou moins facilement. D'accord? En ce qui concerne maintenant les séquences, ce sont des structures de données qui doivent suivre un ordre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un premier élément, un deuxième élément, un troisième élément, jusqu'à un dernier élément. Et eux tous, ils doivent avoir ce que l'on appelle un index. Vous voyez? Par exemple ici, supposons que ceci c'est notre séquence, d'accord? Ce tableau-là, on va dire que c'est notre séquence. On va avoir un premier élément. Et ce premier élément-là, il va avoir l'index 0. On va avoir un deuxième élément qui va avoir l'index 1. Et ainsi de suite, ce sera l'index 2, l'index 3 pour le quatrième élément, l'index 4 pour le cinquième élément, l'index 5 pour le sixième élément, et finalement l'index 6 pour le septième élément. Donc, tous ces éléments-là vont se suivre l'un après l'autre, en fait. C'est comme ça une séquence fonctionne. OK? Et pour chaque élément, on va avoir un index bien déterminé. Le premier élément a toujours l'index 0 au niveau des séquences en Python. D'accord? Parfait. Alors, en Python, on va avoir trois types de séquences. Il y a des séquences qui s'appellent les strings ou encore les chaînes de caractères, d'autres qu'on appelle les lists et d'autres qu'on appelle les tuples. On va décortiquer chacun de ces types de séquences petit à petit. Alors, en parlant déjà des chaînes de caractères, je crois qu'on a déjà vu quelque chose comme ça. Par exemple, ici, chaîne de caractères égale bonjour tout le monde. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est venir ici. Et je vais taper le même bout de code. Donc, chaîne de caractères égale ici, entre côtes, bonjour tout le monde. Ça, voici notre première séquence. C'est notre première séquence et ceci, c'est une chaîne de caractères. En grosso modo, B, c'est un caractère, O, c'est un caractère, N, c'est un caractère. Chaque élément ici, c'est un caractère. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça chaîne de caractères, une suite de caractères. Même cet espace ici est considéré comme un caractère. D'accord? Très bien. Une chaîne de caractères, c'est une séquence immuable. Qu'est-ce que cela veut dire, séquence immuable? Séquence immuable, ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier une chaîne de caractères. Je vais pourquoi pas tenter de vous expliquer cela. Donc là, je vais faire Shift Entrée. Là, j'ai déclaré et créé ma chaîne de caractères. Si par exemple, je souhaite afficher ma chaîne de caractères, déjà, je peux faire Print et je tape ici chaîne de caractères, comme ceci. Et je valide. Vous voyez? Maintenant, si je souhaite connaître la première lettre, bien le premier caractère de ma chaîne de caractères, si je souhaite connaître le premier caractère, je peux faire quelque chose comme ceci. Je peux mettre ici, par exemple, print chaîne de caractères comme ceci. Et entre crochets, je vais mettre l'index, en fait. Rappelez-vous, je vous ai dit que une chaîne de caractères, c'est une séquence. Et pour chaque séquence, chaque élément de la séquence a un index. Et le premier élément d'une séquence, son index est toujours 0. Donc, je peux mettre par exemple ici 0 pour voir le premier caractère de ma chaîne de caractères. Donc, je peux venir ici et faire Shift Entrée. Et vous voyez si j'avais les bien B. Si j'avais aussi au lieu de 0, j'avais mis 1, j'allais avoir plutôt le O ici. Vous voyez. Si j'avais mis plutôt 2, j'allais avoir plutôt le N. J'avais mis plutôt 2, j'allais avoir plutôt le N. Et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, revenons à notre histoire de chaîne de caractères immuable. C'est-à-dire, on ne peut pas
modifier notre chaîne de caractères. Par exemple, vous allez voir si par exemple je viens ici, je prends ma chaîne de caractères comme ceci et je mets par exemple ici salut Toto. Vous allez voir, il n'y a aucun problème. Et si je tente même par exemple de l'afficher, vous allez voir, il n'y a aucun problème, ceci va marcher. Mais en réalité, ce n'est pas la même chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères-là, qu'on avait créée ici, bonjour tout le monde, est très différente en fait de cette chaîne de caractères-là qui est ici. En fait, vous avez créé une autre chaîne de caractères complètement différente de celle-ci au fait. Pour bien illustrer cette histoire de immuable, ce qu'on va tenter de faire, c'est par exemple, je vais venir ici. Et si je tente par exemple maintenant de modifier le premier caractère de ma chaîne de caractères et je veux que ce soit plutôt peut-être T, par exemple. Bien grand T comme ceci, par exemple. Là, oui, il y aura un problème parce qu'on tente de modifier notre chaîne de caractères qui est en fait immuable. Regardez vous-même. Vous avez vu? str object does not support item assignment. Vous avez vu? Donc, en grosso modo, une chaîne de caractères, vous ne pouvez pas la modifier. C'est comme ça. Vous pouvez carrément assigner toute une autre chaîne de caractères à votre variable, mais si vous avez votre variable qui est chaîne de caractères, vous ne pouvez modifier en aucun cas un caractère. Ça, c'est pas possible. C'est une règle au niveau des chaînes de caractères. J'espère que vous avez compris cela. Très bien. Il est donc impossible de modifier un caractère, d'accord, au niveau de votre chaîne de caractères. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec une chaîne de caractères alors? Déjà, on peut stocker tout un texte. Donc, je peux par exemple venir ici, texte, dresseur de code et de design. Donc, si je viens ici, je peux déclarer une variable texte et je lui donne la valeur, par exemple, dresseur de code et de design. Voilà, je fais Shift Entrée, vous avez vu, il n'y a pas de problème. On a également vu qu'on pouvait indexer une chaîne de caractères. Donc, en connaissant par exemple le premier caractère de notre chaîne, on va mettre le nom de la variable de notre chaîne de caractères et entre crochets, on va mettre par exemple 0 pour le premier caractère, 1 pour le deuxième caractère et ainsi de suite. Donc, je vais pourquoi pas venir ici. Si par exemple on souhaite, si on fait par exemple ici texte et on met entre crochets 0, on va tomber sur le caractère D qui est en fait le premier caractère de notre chaîne de caractères. Ça fait beaucoup de caractères, non? Donc, Shift Entrée, vous voyez bien, D. On peut faire quoi? On peut connaître le nombre total de caractères de notre chaîne. Par exemple, si je viens ici, je vais déclarer une autre variable. Par exemple, je vais venir ici. Je vais essayer de mettre le même bout de code. Combien de caractères je possède? Voilà. Je crois que j'ai réécrit le même bout de code. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire appel à la fonction built-in en Python qui s'appelle len. Donc, fonction built-in, ça veut dire qu'une fonction qui vient de manière native en Python, on n'a pas besoin de la déclarer explicitement, de la définir plutôt. On n'a pas besoin de définir explicitement cette fonction. Elle existe déjà naturellement pour nous en Python, on peut s'en servir. Donc, je vais venir ici et mettre ma chaîne de caractères. Donc, en faisant ça, je vais connaître en fait le nombre de caractères qu'il y a dans cette chaîne de caractères-là. Donc, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 33. Si je ne me suis pas trompé, la réponse doit être ici 33. Et voilà, comme vous pouvez le voir, 33. Parfait. On peut également mettre tout notre texte en majuscule ou bien en minuscule avec l'aide des fonctions text.upper, enfin, à l'aide des fonctions upper et lower. Donc, on va prendre le nom de notre variable. Le nom de notre variable, on va mettre un petit point et on va faire appel à upper ou bien on va faire appel à lower. Tentons de voir cela. Donc, je peux venir ici, je mets ici par exemple texte, cette variable-là qu'on avait déjà déclarée ici, dresseur de code. Regardez vous-même comment dresseur de code et de design il est. Si je mets maintenant texte point, quand je mets par exemple ici point, au niveau de Jupyter Notebook, je peux taper tab pour voir la liste de ce que l'on appelle des méthodes. On verra cela beaucoup plus en profondeur avec la programmation orientée objet. Mais on va voir les différentes méthodes d'une chaîne de caractères, d'une string. Et si je descends un peu, je vais voir par exemple ici le lower
Et si je descends encore un peu en bas, je vais voir par exemple ici le upper. Donc, vous mettez le point, vous mettez tab, enfin, vous mettez le point, vous mettez tab, et vous allez pouvoir retrouver vos différentes méthodes. Donc, voilà, upper. Je fais comme ceci. Et si je fais enfin Shift Entrée, vous avez vu, tout est ici en majuscule. Si au lieu de upper, j'avais fait par exemple lower, lower comme ceci, et je valide, vous avez vu, tout est ici en majuscule. Vous avez vu, tout est ici en minuscule. Parfait. On va pouvoir également faire ce qu'on appelle le formatage d'une chaîne de caractères. Supposons que l'on souhaite mettre la valeur d'une variable dans notre chaîne de caractères. Comment est-ce qu'on pourrait faire cela? Une première idée est de venir par exemple ici déclarer nombre de sites web et lui affecter la valeur 5 comme ceci. On va dire que nous on a notre variable chaîne de caractères. On va dire que nous avons et nous on voudrait que le nombre de sites web soit affiché comme ceci. Donc nous avons ceci et site web. Donc on se dit que ceci sera remplacé par 5 et voilà, on pourra afficher notre chaîne de caractères tranquillement. Tentons de voir si ceci marche. Je vais par exemple mettre ici print text. Voyons voir. Comme vous pouvez le voir, ceci n'a pas du tout fonctionné comme nous on le souhaitait. Comment est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème-là? Ce qu'il faudra faire, c'est d'abord enlever le nom de la variable là et remplacer cela par des accolades. Là où on voudrait que la variable, sa valeur puisse s'afficher, on va remplacer cette place-là par ici des accolades comme ceci. Il va falloir qu'on mette le nom de notre variable, mettre ici point, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez taper ici sur tabulation, retrouver une fonction qui s'appelle format. Et une fois que c'est bon, vous allez mettre entre les parenthèses le nom de votre variable. Par exemple, ici, nombre de sites web, comme ceci. En faisant comme ceci, il va remplacer le nombre de sites web par les accolades ici. Regardez vous-même, vous avez vu, nous avons 5 sites web. Supposons que on a encore une autre variable, nombre de designers, et je vais mettre par exemple ici 10. On peut venir ici et dire maintenant, et par exemple comme ceci, on voudrait que cette accolade-là soit remplacée par maintenant nombre de designers. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire. Voilà. Donc à chaque fois, vous pouvez mettre vos accolades et aligner vos noms de variables simplement pour pouvoir formater votre chaîne de caractères tranquillement. On va pouvoir par exemple également parcourir notre chaîne de caractères en utilisant la boucle for. On va tenter de le faire. Ça va nous permettre de parcourir notre chaîne de caractères, caractère par caractère. Donc je valide. Comme vous pouvez le voir, le parcours a été bien fait correctement. Très bien. Bien sûr, il existe d'autres méthodes au niveau des chaînes de caractères. Donc, vous pouvez par exemple venir mettre texte, par exemple, point, et puis mettre tabulation et retrouver les méthodes qui existent. Vous pouvez également, par exemple, venir au niveau de Google, vous pouvez juste taper par exemple Python string methods comme ceci. Et vous pouvez cliquer ici pour voir toutes les méthodes que vous pouvez avoir au niveau de Python pour les chaînes de caractères. Vous prenez chaque méthode et puis vous essayez de lire un peu la documentation. Donc, capitalize, par exemple, converts the first character to uppercase. Donc, si on tente de voir, par exemple, qu'est-ce que capitalize fait. Donc, capitalize, donc, je peux mettre mon point et appuyer sur tabulation. C'est la première méthode. Je mets les parenthèses comme ceci. Et nous avons, bon, ça, je vais prendre une variable chaîne que je mets en minuscule. Ma chaîne comme ceci. Je peux maintenant venir par exemple faire chaîne point tabulation capitalize comme ceci, je valide. Le premier caractère est devenu, qui était en minuscule, est devenu ici en majuscule. Vous pouvez juste venir ici au niveau de la documentation, voilà, c'est ici. Et vous allez voir un peu toutes les méthodes qui existent au niveau de Python et vous allez voir qu'est-ce qui est beaucoup plus adapté pour vous, votre cas. Parfait. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que les chaînes de caractères, les strings en Python, on va voir un peu ce que sont les listes. Une liste, c'est quelque chose comme ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai déclaré une variable comme ceci et j'ai mis entre crochets
une série de valeurs séparées par, ok, des virgules. On va pourquoi pas venir ici. Et je vais faire la même chose, liste comme ceci. 0, 1, 2, 3, 4. Donc en faisant comme ceci, vous avez une liste de données, d'accord? Une liste de données, une liste de valeurs 0, 1, 2, 3 et puis 4, comme ceci. Vous voyez que tout fonctionne. Donc je tape encore liste. Voilà, parfait. Alors, une liste, les listes, qu'est-ce que c'est? Une liste, c'est une séquence mutable. Qu'est-ce que cela veut dire, séquence mutable? Séquence mutable, c'est contraire à séquence immuable. En grosso modo, une liste, vous pouvez modifier n'importe quelle valeur de la liste. Tentant de voir cela. Par exemple, si je souhaite accéder le premier élément de ma liste, c'est la même chose qu'avec les chaînes de caractères, puisqu'une liste, c'est une séquence également. Une liste, c'est une séquence. Voilà, vous avez vu, j'ai réussi à trouver le premier élément de ma liste qui n'est autre que 0. En faisant par exemple ici liste 0. Donc si j'avais fait par exemple ici liste peut-être 3, à votre avis, qu'est-ce qui va m'afficher? Alors 0, 1, 2, 3, donc il va me tomber sur 3. Voilà. Si je viens par exemple, j'avais par exemple mis ici, si par exemple j'avais mis ici, disons 8, que vous ne pensiez pas que ça répète en fait les index que je mets. Donc je vais mettre ici par exemple 8. Et si je veux afficher le 8, donc l'index ça doit être par exemple combien? 0, 1, 2, 3 et puis 4. Donc si je fais liste ici 4, donc ici je vais faire shift entrée, et quand je fais shift entrée pour liste 4 maintenant, vous avez vu, il m'a bel et bien affiché le 8. Parfait. Donc vous allez voir que si je peux changer le 8 là par exemple, disons 10, en affectant comme ceci, liste entre crochet 4 égale à 10. Vous allez voir, ceci va vraiment changer ça. Donc si je tente d'afficher ma liste comme ceci, vous avez vu, le 8 est devenu 10. Donc une liste en Python est mutable. C'est-à-dire que vous pouvez modifier n'importe quel élément de votre liste. Parfait. Une liste est une collection ordonnée de données. Donc, c'est un peu ça, c'est une séquence. Donc, une liste, vous avez un premier élément, vous avez un dernier élément. Chaque élément a un index. Le premier élément a l'index 0. Et le dernier élément aura probablement l'index, la taille de la liste, c'est-à-dire le nombre de la liste moins 1. Donc, le premier élément aura l'index 0. Et le dernier élément aura le nombre d'éléments. Donc, il aura comme index le nombre total d'éléments moins 1. OK, parfait. Et une liste peut contenir des éléments de même nature ou pas. En grosso modo, vous allez avoir votre liste comme ceci. Actuellement, on a mis rien que des valeurs entières. Mais je peux par exemple venir ici mettre liste. Je peux commencer à mettre par exemple ici 0. Je peux mettre ensuite un caractère comme ceci, peut-être A. Je peux carrément mettre une chaîne de caractères, dresseur de code. Je peux mettre une valeur flottante, par exemple 18.5. Je peux même mettre un nombre complexe, par exemple 1 plus 5J. Donc 1 plus 5J, comme ceci. Voilà, vous avez vu que tout marche à la perfection. Donc, si je viens par exemple liste shift entrée, donc vous avez vu que j'ai pu afficher tous les éléments de ma liste. Si je souhaite accéder, par exemple ici liste, je vais accéder au premier élément, c'est toujours liste 0. Si je vais accéder au deuxième élément, ce sera liste ici 1, comme ceci. Si je souhaite accéder au dernier élément de ma liste, ce que je peux faire, c'est par exemple mettre ici liste entre crochets. Et pour connaître le nombre d'éléments de ma liste, je peux toujours faire appel à la fonction bulletin-len. Donc je passe ma liste, ceci va me retourner le nombre d'éléments de ma liste. Et ici, je vous ai dit de mettre le moins 1. Ça va me permettre de retourner 1 plus 5G. Comme vous pouvez le voir, cela fonctionne à la perfection. Pourquoi ici, il faut mettre moins 1? En fait, qu'est-ce que len list va nous retourner? Par exemple, si je viens ici et je fais len list, comme ceci, il me retourne 5. On va essayer de compter les index. Ici, c'est l'index 0, l'index 1, l'index 2, l'index 3, l'index 4. S'il faut mettre juste ici len list,
il faudrait qu'il existe un index 5. Or, on voit bien qu'il n'y a pas d'index 5, il n'y a que un index 4 pour le dernier élément. C'est pour ça, c'est la technique pour afficher le dernier élément de votre liste. Donc, vous mettez len liste et vous mettez ici -1. D'accord? Parfait. Alors, que peut-on faire avec une liste? Avec une liste, on peut ajouter un élément grâce aux méthodes append ou insert. Par exemple, ici, list.append5, qu'est-ce que cela va faire? Cela va permettre d'ajouter l'élément 5 à la fin de notre liste. Maintenant, la fonction insert permet d'ajouter un élément, par exemple l'élément -1 à la position 0. Donc, il va insérer en fait le -1 à la position 0. La fonction insert va permettre ici, par exemple, d'insérer à la position 6 la valeur 6. Donc, première valeur ici, c'est la position. Deuxième valeur ici, c'est la valeur. Tentons de voir cela. Si je viens ici, je mets par exemple ici list.append et je mets par exemple 5, je valide et je fais maintenant liste comme ceci. Vous avez vu qu'il m'a mis le 5 à la fin. Si maintenant je viens, je mets list.insert et je dis que j'insère à la position 0 la valeur -1 et je valide, voilà, et je viens ici, je mets liste. Vous allez voir que première position, il y aura maintenant -1 au lieu de 0. Vous avez vu? Si maintenant je viens, je dis que je veux insérer, d'accord, à la position 6, la valeur 6. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va avoir un 6 avant le 5 maintenant. Donc je valide, je tente d'afficher, je valide. Vous avez vu, maintenant on a eu le 6 avant le 5. Excellent. Donc vous avez vu, avec les listes, vous pouvez ajouter un nouvel élément dans votre liste. On pourra supprimer des éléments grâce aux méthodes pop et remove. D'accord? Par exemple, list.pop, qu'est-ce que cela fait? Cela permet de supprimer en fait le dernier élément au fait de votre liste. Quand vous mettez pop comme ceci, sans quoi que ce soit à l'intérieur, c'est ce qui va se passer. Donc, tentons de voir si je viens ici, je mets ici liste, et je fais ici pop comme ceci. Vous allez voir le dernier élément de notre liste, c'est 5, il y aura plus 5. Voilà. Donc, en fait, vous voyez qu'ici, il m'a affiché 5. Le pop lui fait deux choses. Il va supprimer le dernier élément et il va retourner sa valeur. Donc, c'est parce qu'il a retourné 5, donc on est sûr qu'il a supprimé la valeur 5. Tentons de voir si je viens ici faire juste liste. Vous avez vu que le 5 n'est plus dans notre liste parce qu'il a été supprimé tout simplement. Parfait. Maintenant, vous pouvez voir qu'ici également, j'ai mis une autre version de pop, c'est-à-dire j'ai mis list.pop et j'ai mis entre parenthèses 4. Ceci permet de faire quoi? Ceci permet de supprimer l'élément qui se trouve à l'index 4. D'accord? Donc, je peux venir ici comme ceci. Et si je fais par exemple ici list comme ceci, pop, je mets les parenthèses. Quand je mets les parenthèses, maintenant, je peux maintenant faire par exemple ici shift et puis tab. Voilà. Shift tabulation. Comme vous pouvez le voir, ici, il dit que remove and return item at index. Donc ici, vous allez mettre par exemple l'index. Par exemple, moi je dis que je vais mettre l'index 4. Si je mets l'index 4, ça veut dire que je vais supprimer quel élément? 0, index 6, 0, index 1, index 2, index 3, index 4. Donc je vais supprimer 18 séquences. Tentons de voir, normalement, si on a bien supprimé 18 séquences, il va nous retourner. D'abord, il va supprimer le 18 séquences, il va retourner la valeur 18 séquences. Tentons de voir, comme vous pouvez le voir, 18 séquences a été bel et bien retourné. Et si je tente d'afficher ma liste, vous voyez, il n'y a plus de 18 séquences. Excellent. Maintenant, il y a une autre version, c'est remove. Donc, remove, lui, par contre, permet de supprimer en fait la valeur. Donc, quand vous mettez, par exemple, 6, vous souhaitez supprimer la valeur 6. Donc, ça, il faut utiliser le remove. Donc, pop traite avec les index, remove traite avec les valeurs. Donc, je vais venir ici, je vais mettre par exemple ici list.remove. En parenthèse, je peux faire shift tabulation. Vous voyez que remove first occurrence of value. Donc, value, donc la valeur, si par exemple, moi je mets ici par exemple 0, il va supprimer la première occurrence de 0. Donc, on va valider. Donc, je tape ici sur liste. J'ai choisi 0 pour que vous puissiez voir que ce n'est pas -1 qui sera supprimé. En fait, c'est le 0 là, en fait, c'est la valeur.
Donc, on valide comme ça. Vous avez vu, 0 est parti. Mais ici, on peut remarquer que le remove ne retourne pas notre valeur, la valeur qui a été supprimée. Ça, c'est le rôle de quoi? De pop. Parfait. On va pouvoir ajouter plusieurs éléments dans notre liste. Donc, si par exemple, on ne veut pas ajouter un seul élément, on a ajouté juste, on veut ajouter plusieurs éléments. On peut faire appel à la méthode extend, donc liste comme ceci, je mets point. Je peux faire par exemple ici tabulation et retrouver tranquillement ma méthode extend. Je mets les parenthèses et si je ne la connais pas, je peux faire par exemple ici shift tabulation. Donc ici, ils disent qu'on doit mettre un iterable. Donc un iterable, par exemple une liste, en fait c'est un iterable. C'est-à-dire on peut parcourir une liste. C'est comme une chaîne de caractères. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on a pu réussir à parcourir notre chaîne de caractères. Donc, vous voyez un peu ici le terme iterable comme le terme de séquence, en fait. Voilà. Donc, je peux passer, par exemple, ici, que je souhaite ajouter, par exemple, les valeurs 10, 11 et puis 12. Comme ça. Donc, je vais passer ici mon tableau. Et quand je valide, je vais tenter d'afficher ma liste. Je valide comme ceci. Vous avez vu que j'ai réussi à insérer les valeurs 10, 11 et 12. Donc, j'ai inséré plusieurs valeurs grâce à la méthode extend. Magnifique. On va pouvoir compter le nombre d'éléments. Donc, len list, je crois qu'on a déjà vu cette fonction built-in len. Donc, ceci va retourner le nombre d'éléments total de notre liste. Et si on souhaite, par exemple, connaître le nombre d'occurrences d'une valeur spécifique, il va falloir utiliser la méthode count. Donc, par exemple, list .count, donc count, en parenthèse 5. Ça nous permet de connaître le nombre d'occurrences de la valeur 5 dans notre liste. Donc, ce que je vais faire, je vais par exemple d'abord insérer plusieurs valeurs de 5. Donc, list.extend. Et je vais dire que je vais prendre, par exemple, 5, 5, 5, 5, 5 et 5 encore. Donc, en grosso modo, je vais valider. Et je vais maintenant mettre list comme ceci. Vous avez vu que les 5 valeurs ont été bien ajoutées. Donc, on a combien de valeurs de 5? Une valeur, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Donc, croisons les doigts. Normalement, si je fais list.count et je mets en parenthèse 5, il va nous retourner la valeur 6. Et comme vous pouvez le voir, ceci marche à la perfection. Et si on veut connaître le nombre d'éléments total de notre liste, il suffit juste de mettre ici len et mettre notre liste comme ça. Parfait. Donc, on a 14 éléments. On peut le vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Magnifique. On va pouvoir faire ce que l'on appelle un tri croissant ou décroissant. D'accord? En utilisant la méthode sort. Quand on met sort ici, donc c'est un tri croissant. Et quand on met sort et on met ici par exemple le reverse égale à true, cela va faire ici un tri décroissant. Tentons de voir ceci. Donc je vais mettre ici par exemple list.sort. Je mets les parenthèses. En fait, ceci, à votre avis, est-ce que ceci va marcher? Est-ce que ceci va marcher? Parce que clairement, notre liste n'est pas homogène en fait. Notre liste n'est pas homogène. Il y a des complexes, il y a des flottants. Bon, il n'y a plus de flottants, mais il y a des complexes, il y a des entiers, il y a même un caractère. Est-ce que ceci peut vraiment marcher? Comme vous le voir, évidemment, ça ne peut pas marcher parce qu'on ne peut pas trier une liste qui n'est pas homogène. Par contre, ce que je peux faire, c'est venir par exemple ici et dire par exemple liste 2. Et par exemple, je peux mettre une série de valeurs. Donc 1, 3, moins 1, moins 5, et peut-être 10 et 15 ou 8. Voilà. Là maintenant, si je peux venir ici, donc je fais Shift Entrée, je peux maintenant venir ici, liste 2, je mets point et je mets sort, comme ceci. Là, oui, il va vraiment me trier ma liste. Donc voilà, donc je peux venir ici mettre liste 2, on va voir que notre liste est bel et bien triée. Magnifique. Et si on veut faire un tri dans l'ordre, donc ça c'est un tri dans l'ordre croissant. Si on veut faire un tri dans l'ordre décroissant, eh ben, c'est très facile. Liste 2.sort. On met ici par exemple, donc je peux faire ici shift tabulation. Et par défaut, le reverse est à false. Donc par défaut, ce ne sera pas un tri décroissant, mais ce sera un tri croissant. Donc si on vient maintenant, on dit que le reverse,
en fait, il doit être à true. Il va nous faire un tri dans l'ordre décroissant. On va voir liste 2. Comme vous pouvez le voir, ça c'est un tri dans l'ordre décroissant. Magnifique. Et on va finalement pouvoir faire quoi? Parcourir notre liste. Donc rien de plus simple. Donc il va parcourir notre liste en affichant à chaque fois chaque élément de notre liste. Voyez-vous? Donc il a affiché le 10, le 8, le 3, le moins 1, le 1 et le moins 5. Le 1, le moins 1 et le moins 5 plutôt. Excusez-moi. Très bien. Alors, il reste les tuples. On va voir ce que c'est que les tuples. Donc, comme vous pouvez le voir, un tuple, en fait, c'est très similaire à une liste. Au lieu d'accrocher, au fait, on va juste mettre des parenthèses. Donc, on va essayer de déclarer notre tuple. Donc, si je viens là, et je mets par exemple tuple, comme ceci. Je mets par exemple ici 0, 1, 2, 3 et puis 4, je valide. Donc, tout a bien marché. Je peux tenter de vérifier si mon tuple est bel et bien là. Vous avez vu, j'ai bel et bien mon tuple. Alors, quelle est la différence entre un tuple et en fait ici une liste? Voyons voir. Un tuple. Un tuple est une séquence immuable. Donc, immuable, maintenant j'espère que vous savez ce que c'est. Cela veut dire qu'on ne peut pas modifier un élément de notre tuple. Tentons de le voir. Je peux venir ici mettre par exemple tuple comme ceci. Et je mets ici entre les crochets peut-être 3. Et je dis que je veux affecter à ceci peut-être 10. Voyons voir. Vous avez vu? Tuple object does not support item assignments. Donc, on ne peut pas modifier une valeur de notre tuple. D'accord? Mais bien sûr, si on veut, on peut carrément changer tout le tuple et mettre par exemple ici, je sais pas moi, autre chose, on va 10, 11, 22. Ça, oui, ça va marcher. Mais si on souhaite modifier une valeur, c'est là que ça va coincer. Par exemple ici, 1, 10, 19, ça va coincer. D'accord? Et il est impossible de modifier une valeur d'un élément. Et le tuple, il peut contenir en fait des éléments de même nature ou pas. Donc ça, il n'y a pas de souci. On peut le voir, par exemple, je peux venir ici mettre mon tuple. Et comme ça. Je peux mettre mon caractère A. Je peux mettre après dresseur de code, une chaîne de caractères. Je peux venir mettre par exemple 1. Je peux venir mettre un complexe 1 plus 2J et on valide. Comme vous pouvez le voir, tout marche à la perfection. Le tuple peut prendre plusieurs valeurs. Et on peut essayer d'accéder par exemple à la deuxième valeur en faisant tuple 1. Vous avez vu, tout marche à la perfection. Un tuple est une séquence plus rapide en mémoire qu'une liste. Donc en général, on pourra préférer utiliser les listes au tuple. Donc ça, c'est un fait. Mais un tuple, le fait que ce soit immuable, en fait, d'une part, ça permet d'assurer une certaine sécurité. Mais si, par exemple, dans votre programme, vous souhaitez optimiser les calculs, vous souhaitez optimiser le parcours, vous allez voir que, en fait, un tuple est beaucoup plus intéressant qu'une liste quand il s'agit d'itération, de parcours, de gestion en mémoire. Le tuple, franchement, si c'est ce que vous voulez, je vous conseille le tuple. Mais si vous savez que vous allez faire des modifications, des suppressions, des insertions, là, il vaut mieux utiliser une liste. D'ailleurs, vous allez voir qu'au niveau d'un tuple, donc si par exemple, ici, je mets tuple comme ceci, je mets point, je mets tabulation. Donc, comme ceci, je mets tabulation. Vous allez voir qu'on a juste deux, on a juste deux méthodes en fait. Donc, on va le voir maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tuple? On peut compter le nombre d'éléments ou bien le nombre d'occurrences voilà quoi, d'une certaine valeur. Ou bien on peut connaître l'index d'un élément, tout simplement. Donc là, on va le voir rapidement. Donc je vais venir mettre ici count. Donc je peux mettre ici shift tab. Je peux dire que je veux connaître le nombre de fois que le caractère A s'affiche. Donc je valide, il va me dire que c'est une seule fois. Si je veux connaître le nombre total d'éléments, c'est toujours la méthode. Enfin, là c'est une fonction parce que c'est une fonction Boolean. Je peux toujours utiliser la fonction len. Je peux mettre par exemple ici tuple comme ceci et voilà. Maintenant, je peux également connaître l'index au fait d'un élément. Donc, si je veux connaître par exemple l'index de dresseur de code, je peux venir mettre ici par exemple mon tuple. Et je peux mettre par exemple ici index et je vais mettre par exemple, donc ici ils nous disent de mettre quoi? Ils nous disent de mettre la valeur. Donc, je peux mettre par exemple ici dresseur de code. Donc, c'est petit c. Vous avez vu, il me dit que dresseur de code se trouve à l'index numéro 1. Excellent.
Donc, je pense que l'on va s'arrêter là pour l'instant. Cette vidéo est déjà assez longue, donc on va continuer la prochaine fois les dictionnaires. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.